Bonjour Alexandre, Yarana, bonjour les naïcs. merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation, mais en fait c'était tellement passionnant tout ce que tu nous as raconté que je me suis dit on ne pouvait pas s'arrêter là. Et je reviens un petit peu sur ce que tu fais, hein. Donc tu es historien, anthropologue, linguiste, conseiller historique au cinéma et tu as écrit plusieurs livres, on avait vu ça sur la première interview. Mhm. Notamment en 2010 tu as écrit La transgression verbale en Oui, Océanie. oui, En 2016, tu as écrit L'histoire de la Polynésie française en 101 dates. ouais, C'est aux éditions de Moana. Et c'est puis, ça. en 2017, donc un an après, tu écris un livre sur la mythologie tahitienne pour tous. Et c'est quoi? C'est la même année, tu écris l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 dates? Non, l'année d'après, un par an. En 2018, voilà, ça, j'avais pas Voilà. cette date. En 2018, tu écris donc l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 dates. Mhm. Moi, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'histoire de la Polynésie française en 101 dates et de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 dates. Mais juste avant, D'accord. euh, comment sont nés ces livres? Ah ah! Eh ben, c'est très simple. Ça, c'était quand je donnais des cours et les personnes qui suivaient mes cours, mes élèves, mes étudiants, les amis, quoi, m'ont dit dans l'année, ah, mais on n'a rien, on n'a pas de support facile et accessible et pour nous aider, reprendre un peu tout ce que tu nous enseignes. Tu veux pas l'écrire? J'ai dit bon ben ok, voilà tout simplement. Et donc bah, j'écris ces livres en commençant par la Polynésie et puis en espérant que passer le flambeau pour la Calédonie. Puis on m'a dit bah non, la Calédonie fais-le aussi. Et ben du coup j'ai aussi fait la Calédonie sur le modèle de une Ouais. page, une date, tu vois, 3, 4 paragraphes très très courts et accessibles à tous vraiment, Oui, voilà, quel c'est qu'on ça. Donc, au départ, ce sont tes élèves qui te demandent. Ça veut dire qu'au départ, c'est destiné à des élèves qui sont, enfin, ou des gens, parce que c'est pas que des élèves, des gens qui sont juste non. intéressés par l'histoire des pays de l'Océanie et notamment par Tahiti et la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie et ces îles aussi de ce fait. Ah ben oui, à chaque fois, il faut parler de tout le monde et de tout le monde et partout. Donc, pour la Polynésie, aussi bien des îles Marquises, des îles Australes, des Gambiers, etc. Et pas se focaliser que sur Tahiti. Et pour la Calédonie, parler également de la province nord, de l'île des Pins et des îles de Loyauté également pour décloisonner un peu et la Brousse et Nouméa et Tahiti et Papeete et les autres îles et dire ben voilà l'histoire un peu générale et intégrale de chaque territoire, de chaque pays, parce qu'il n'y a pas que Papeete. Alors c'est vrai qu'il existait quelques livres, pas très accessibles, notamment écrits ou par des universitaires ou assez vieux, et qui se focalisaient beaucoup justement sur ou Papeete, ou Nouméa, ou la province sud, ou telle période. Et moi, je voulais couvrir vraiment toute l'histoire, c'est-à-dire en commençant par ceux qui ont découvert ces îles, c'est-à-dire les peuples premiers, hein, les Kanaks d'un côté et les Maoris de l'autre et les Marquisiens, etc. Et Oui, pas ça commencer c'est bien l'histoire de le quand… souligner parce qu'effectivement, on parle des découvreurs européens, alors que Hmm, l'Europe n'existait pas, mais en blanc, on va dire. c'est ça. Et on oublie de dire qu'avant ces découvreurs, il y avait les peuples premiers qui étaient déjà arrivés avant et qui avaient découvert les îles avant, bien avant, quoi. Et qui ont fait toute une histoire et qui ont fait leur histoire dessus, qu'on a pu transmettre de génération en génération et après écrire ce qui restait, quoi, et pas notamment passer. On voit souvent, quand on lit un peu l'histoire de tel ou tel pays du Pacifique, telle date, arrivée des premiers habitants, et puis 1500 ans plus tard, découverte par James Cook ou découverte par Wallis ou Bougainville ou que sais-je encore, mais il s'est passé beaucoup de choses pendant tous ces siècles et il n'y a pas eu de découverte. Comme si, au fond, il ne s'était rien passé entre le moment où les peuples s'installent et le moment où les Voilà. colons arrivent. Et pourtant, l'histoire est tellement riche à chaque Eh fois. ben, je te propose de commencer tout de suite Allons-y. par l'histoire de la Polynésie française en 101 dates, et notamment par une, je crois que c'est la première date qu'il y a dans le livre, c'est le 21 juillet 1595. Alors, c'est une des premières dates, oui, parce qu'il y en a eu, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses avant. Hein, mais 21 juillet 95, c'est notre,
la première rencontre, on va dire, entre des Européens et les habitants actuels de la Polynésie française, c'est-à-dire des Marquisiens. Et donc, on est à Fatouiva, aux îles Marquises, une toute petite île, bien au nord de l'île de Tahiti. Et là, les habitants de Fatouiva, pour la première fois, vont rencontrer, vont eux découvrir euh, les Européens, qui sont, c'est l'expédition d'Alvaro de Mendena. Donc, je dois avoir ça ben voilà, ben ici, ouais, et on est donc Alvaro de Mendena qui va, lui, penser découvrir ces îles, mais il ne fait que passer. Hein. Elles ont été bien découvertes juste avant par les Marquisiens, hein, donc on est 400, 800 ans avant peut-être. Et ben c'est assez important comme rencontre parce que lui pensait notamment arriver dans les îles Salomon, donc bien plus à l'ouest, hein, entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il était parti d'Amérique du Sud et il voulait fonder, c'est des conquistadors hein, espagnols, et il voulait fonder une colonie dans les îles Salomon, vers le Vanuatu. Et puis il débarque pour la première fois aux îles Marquises, donc au Whenua Inata, ça s'appelle comme ça à l'époque. Et il se dit quand même, bon, le voyage est beaucoup plus court que quelques années passées quand j'ai fait mes voyages, j'ai dû me tromper. Et finalement, ce n'est pas du tout les îles Salomon qu'il découvre, ni Ophir, c'est l'île, le nom qu'il avait donné aux îles Salomon, mais donc l'archipel entier, qui va lui-même baptiser archipel des îles Marquises, en souvenir de la marquise qui était l'épouse du vice-roi du Pérou, hein, puisqu'il partait, il était aux ordres du vice-roi du Pérou. Et puis il va donc repartir, comme je mets dans mon livre, le 5 août, donc 15 jours plus tard, il quitte l'archipel. Un contact qui s'est quand même passé parfois bien pour certains jours, et puis parfois moins bien, c'est-à-dire il y a eu quand même des bagarres, des escarmouches, des bagarres assez inégales. Hein. Les Européens étaient armés d'armes à feu, et les Marquisiens, qui eux sont quand même de tradition guerrière, c'est pas un cliché, hein, c'est vrai, ont répliqué à chaque attaque. Et du côté des îles Marquises, on a quand même eu des Marquisiens, donc la terre des hommes, du Whenua Inata, comme on appelle là-bas. On a eu entre environ une cinquantaine, 50-70 morts, 50-70 personnes qui sont tombées sous les coups européens. Donc une rencontre pas forcément toujours heureuse, mais qui a marqué à jamais même l'archipel des îles Marquises de par son nouveau nom, baptisé ainsi. Et puis nos conquistadors fervents catholiques se sont empressés d'ériger des croix et d'ériger 3 croix dans l'archipel et d'y tenir une messe. C'est la première fois qu'on tenait une messe catholique dans la région. Alors on croit souvent, parce qu'on fête tous les ans, et c'est une autre date importante de l'histoire polynésienne, que c'est le 5 mars 1797, que la Bible est arrivée en Polynésie française, mais la Bible est arrivée bien avant, le 21 juillet, donc 1595, avec l'expédition de Damendenga. Voilà pour la petite histoire. Ouais, ça Je m'arrête là parce qu'on c'est pourrait encore en parler. extraordinaire. Parce que il reste peu de temps, mais il arrive quand même à prendre le temps de mettre en place une messe et de mettre 3 croix alors qu'il est resté que quelques jours, quoi. C'est Et dingue. oui, il voulait, lui, bon, on est des conquistadors, il voulait conquérir les âmes. Hein. Pour lui, il avait en face des païens, mais ce n'était pas le cas. Hein. On avait des religions sur place, donc on n'était pas du tout ni athées ni païens, on avait nos propres dieux. Donc, mais il a voulu, lui, bien faire, pensait-il, bien faire, lui, en faisant une messe pour sauver ces hommes qui étaient Pour sinon sauver voués les à... âmes. Voilà, et sauver les âmes qui étaient vouées au purgatoire, sinon. Donc, il voulait Et bien faire. pourquoi il n'est pas revenu plus tôt? Enfin, pourquoi partir comme ça et ne plus revenir? À cause justement de cet accueil un petit peu violent? Non, mais il avait sa mission, il voulait, lui, vraiment s'installer aux îles Salomon. Donc, il est reparti, il Ah, a fait d'accord. vraiment relâche, escale. Il voulait faire aboutir son voyage initial, c'est-à-dire les îles Salomon pour Donc, fonder. au fond, les marquises ne l'ont pas plus intéressé que ça, quoi. Non, 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 parce qu'il était persuadé justement aux îles Salomon qu'il allait rencontrer des îles bourrées de richesses et d'or, les fameuses îles, et là où le roi Salomon aurait accumulé ses richesses. On est vraiment D'accord. dans le mythe, hein, complètement. Il n'y avait pas d'or non plus aux îles Salomon, non plus. Et puis la colonie qu'il a fondée là-bas a également
pas bien vécu et n'a pas perduré dans le temps, hein. D'accord. C'est comme ça. J'ai entendu, alors je ne l'ai pas lu dans ton livre, mais il me semble que les marquises ont été même exploitées pour le santal par des Espagnols, hein. Donc c'était Oui, oui, avant oui. même la deuxième découverte, je veux dire, non? Ça s'est passé en… Non, le santal, et on a une des radias vraiment dans toutes les îles du Pacifique. Pour le santal, c'est un bois, hein. C'est du bois très, très précieux dont on fait les bâtonnets d'encens en Asie. Donc, on a énormément besoin. Donc, ça a une valeur extrêmement forte. Et le santal pousse des îles de l'Indonésie, mais jusqu'aux îles Marquises, justement. Et là, on est début 19e siècle, Ah 1820, oui, c'est beaucoup plus 1850. tard. Oui, oui, d'accord. Bien, bien, bien après, on avait des hommes qui venaient absolument prendre toutes les réserves de santal dans les îles et, euh, et liquider tous les stocks qu'il y avait. Là, ça va vraiment du Vanuatu jusqu'aux îles Marquises. C'est bien, bien, bien plus tard. Mm. Alors, par contre, cette rencontre avec comment tu dis, Mendagna, oui. Mendenia, est-ce qu'elle a un impact au niveau santé sur la population? Est-ce que, tu sais, on parle de ces marins, et puis quand ils arrivent avec des maladies, et puis ça décime une bonne partie de la population. Est-ce que là, de ce voyage, on a connaissance de quelque Ah, chose? bah, on ne peut pas bien avoir connaissance parce qu'il faudrait qu'il soit resté assez longtemps Mm. pour savoir. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a des populations européennes qui arrivent dans des îles et qui rencontrent des hommes et surtout des femmes non immunisés et non immunisés aux mêmes maladies que eux ont et les maladies bénignes hein, pour eux, c'est-à-dire un rhume par exemple. Mais non, il n'y a pas de, ils sont pas restés assez longtemps pour voir les conséquences de ces contacts. Il y a peut-être eu, c'est pas impossible, hein, qu'il y ait eu évidemment quelques virus, quelques microbes qui se transmettent. Il y Non, en mais a ils sont eu quand même bien plus restés tard avec quoi. la grippe espagnole. Il y en a eu bien, bien plus tard avec la grippe espagnole, hein, qui a fait le tour du monde et qui n'a pas épargné l'Océanie. Hein, c'est terrible, il y a eu 3000 morts. Mais ça, c'était il y a 102 ans. Hein, on Mm. était en 2018, en 1918, pendant la grande grippe espagnole mondiale. L'Océanie n'a pas été épargnée, que ce soit à Samoa, à Tahiti, aux îles Marquises, etc. On tombait. On Mm. tombait vraiment énormément. Même dans les années auparavant également, hein, on a eu la variole, le typhus, des fièvres, la syphilis, toutes les maladies vénériennes également, qui, qui étaient véhiculées par les hommes de passage dans les îles face à des populations non immunisées. C'était pas volontaire de leur part. Et puis nos chers habitants, eux, ne comprenaient pas ce qu'il arrivait. Hein, on tombait vraiment, on mourait, hein, on mourait d'un rhume. C'est quand même terrible, hein. Mais Mm. à l'heure actuelle, on comprend l'impact d'un virus quand on n'est pas immunisé. C'est ce qu'on vit là en ce moment, on est en 2020 sous le coronavirus 19. Et ben voilà, quand on n'est pas immunisé contre un virus, ça fait énormément De de dégâts. mal, hein, Oui. À de l'époque, dégâts. on pouvait compter comme 70 morts par jour. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, sur une population déjà fortement affaiblie par les autres maladies dont je viens de parler, choléra, typhus, fièvre, maladies vénériennes. Donc, et ça la grippe espagnole est passée dans les îles et les habitants ont surmonté cette terrible épreuve hein, par des soins, par l'isolement également et toute la santé occidentale qui s'est penchée dessus. Hein. Mm. C'est vrai qu'avant l'arrivée des Occidentaux, il n'y avait pas les mêmes maladies. Et donc, évidemment. Mais avec les maladies importées par les Occidentaux, ben, les Occidentaux ensuite ont réagi quand même en imposant des mesures sanitaires, et notamment les églises. Les églises dans toutes les îles, les prêtres ont imposé, et notamment aux îles Marquises, de fortes mesures et des contraintes sanitaires très très fortes, comme on connaît d'ailleurs à l'heure actuelle du confinement, pour endiguer les maladies qui arrivaient, et la population ensuite est repartie. Hein. La preuve, c'est qu'on est encore là-bas en vie et bien en vie, fort heureusement, malgré toutes ces dernières épreuves. Il faut savoir, en 1920, la population marquisienne, pour tout l'archipel, par exemple, des îles Marquises, c'était pas plus de 2500, 3000 habitants pour tout l'archipel.
alors que 200 ans avant, on était 80 000 habitants dans l'archipel. Ah ouais, ouais, ouais. Donc voilà, hein, c'est des moments historiques pas faciles et à raconter et à témoigner et encore moins à imaginer, hein. On peut imaginer une population divisée par 6 Mm. en l'espace de 2-3 générations et ce sont des maladies qui touchaient énormément, notamment les jeunes filles et les jeunes. Donc imaginons les jeunes filles qui meurent et qui donc ne peuvent plus faire d'enfants, ben, la population chute d'une manière énormément drastiquement, quoi, et c'était terrible. Et puis des mesures sanitaires sont apparues pour endiguer tout ça et c'est reparti, comme il Alors, faut. on a vu une date en 1595. Là, c'était en 1900 combien, la grippe espagnole? 1900, 1918, voilà. Et entre les deux, tu nous proposes quoi comme date? au hasard même peut-être. Ouais, ouais, au Allez, hasard. au hasard. Allez, au hasard. Il n'y a pas trop de hasard au hasard, ouais. Oui. Ah ouais, celle-là, ouais, tiens. 1815, la bataille du Feipi. La bataille du Feipi sur Tahiti, là on est vers Papara, entre Papara et Punaouia. Et bah, c'est assez important pour l'histoire tahitienne, même l'histoire moderne, hein, de Tahiti, parce que c'est une bataille menée par Pomaré II, qui est parti se réfugier à Montréal les années précédentes. Et il revient sur Tahiti avec l'appui des missionnaires protestants, voulant mater et combattre son ennemi de toujours, ou presque, c'est-à-dire le clan des Teva. Et là, le clan des Teva, le grand clan des Teva qui contrôlait Tahiti dans les décennies, les siècles passés, bah, va perdre complètement de son importance et va s'éteindre pour la dernière fois. Et Opuhara, qui est le dernier chef des Teva, va mourir sous, sous les coups de l'armée de Pomaré. Et Pomaré, le guerrier du dieu chrétien qui vraiment se sentait investi d'une mission pour en plus évangéliser avec les pasteurs l'île de Tahiti. Il va vaincre les Teva. Et pour montrer à ses amis, les missionnaires, qu'il a changé, qu'il n'est plus ce guerrier sanguinaire qu'il a pu être dans les années auparavant, et maintenant qu'il est converti, il va imposer à ses troupes, Pomaré, de ne pas se livrer au pillage, ni aux razzias et aux derniers combats qu'il était coutume de faire chez les vaincus, c'est-à-dire quand on combattait, quand on était vainqueur d'un mataïna, d'un district, on se livrait vraiment à une destruction totale du district. Et là, il a dit, on est chrétien, on va accorder notre pardon et on va surtout pas détruire ce qui reste des populations et des cultures, etc. Et donc, c'est le premier acte du Pomaré II qui est devenu chrétien, et son premier acte vraiment politique. Et à la suite de ça, 4 ans plus tard, il sera baptisé et il sera même l'auteur, le co-auteur d'un code, le code Pomaré, le code de loi Pomaré, coécrit avec les protestants anglais pour mettre en place une législation protestante sur l'île de Tahiti et autour. Alors, sans une date, je ne te l'ai pas demandé, mais pourquoi sans une date justement sur ces livres? Bah, faut bien choisir un chiffre, c'est Ça veut sûr. dire quoi? Hein, Que on tu aurais avait, pu écrire un livre avec 500 dates et que tu as juste choisi sans ouais. une date? Ouais, c'est ça? Bah, déjà, on est dans le Pacifique, dans un environnement océanien, hein, ça va de soi, et également anglo-saxon. Hein, on se sent très proche et des États-Unis, on baigne dans la langue anglaise quand on est tout autour, quand on est à Tahiti, en Polynésie française, tout autour, on parle anglais, notamment, on parle les langues locales et anglais. Et aux États-Unis, la formule 101, 101, ça, on retrouve beaucoup cette formule-là pour expliquer des choses. C'est 101 manières de faire ceci, 101 manières de faire cela, c'est 101. Donc moi, je voulais déjà marquer cet attachement à la sphère anglo-saxonne, hein, qu'il y a dans le Pacifique. Et puis, 100 dates, c'est pas mal. 101, ça veut dire qu'il ne faut pas se limiter juste à un chiffre précis et tout rond, hein, parce que l'histoire est sans cesse en évolution, donc il faut dépasser ce chiffre précis. Et puis, il y a aussi un petit terme, hein, j'avais déjà dit, mais un petit terme en tahitien qui permet de dire et quelques, et tihapa, voilà. Alors, en fait, c'est 100 dates et quelques, 101 dates et quelques, hein, 100 dates et quelques. Et puis, il y en a même
plus que ça dans le livre, hein, finalement. Il y a 101 grandes dates, c'est sûr, mais à l'intérieur de chaque grande date, il y a des dates tout Il y a aussi des importantes. sous-dates, oui, voilà, c'est ça. Il y a des sous-dates, et évidemment, voilà pourquoi 101. Peut-être aussi un hommage aux 101 dalmatiens. Peut-être, je Ah, dis ça, mais ça, ce serait vraiment inconscient, peut-être, parce oui, que c'est ça. j'ai pas de En chien. tout cas, merci pour cette petite histoire de la Polynésie en 101 dates. Je rappelle, c'est un livre que tu as écrit en 2016. Moi, je te Mhm, propose maintenant de passer à quelques dates dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 dates aussi et que tu as écrit en 2018. Alors, ce sont des mhm. livres qui sont relativement faciles à lire, hein. C'est quoi? C'est combien de pages? À chaque fois, j'essaye de faire une page, voilà un exemple, une date, une seule page, Oui. pour Donc, vraiment mettre le chaque fois en focus. tout, tu as 120 pages, quoi. Il y a 120 pages, il y a une Ouais. bibliographie, il y a quelques. Oui, oui, c'est des livres vraiment accessibles Voilà. pour Donc, tout le monde. c'est une belle idée cadeau, même si ce n'est pas le moment de Noël, mais on peut aussi s'offrir ça. Et alors, en Nouvelle-Calédonie, quelle date tu vas choisir pour démarrer? Ah, la prochaine peut-être, celle qui n'est pas encore écrite, la prochaine et qui vient en écho avec celle qui clôt mon livre, parce que j'ai attendu cet événement-là pour finir ce livre, c'est-à-dire les référendums d'autodétermination. Donc c'est la prochaine, il y en a un qui est prévu, c'est le deuxième en septembre prochain, en septembre 2020. Et il y en a eu un il y a un peu plus d'un an et demi, c'était en novembre 2018, qui vient clore tout le processus d'autodétermination lancé par les accords Matignon en 88, puis les accords de Nouméa en 98. Alors c'est assez technique, hein, mais qui prévoit un référendum d'autodétermination, pardon, pour demander à la population concernée si elle veut ou pas rester française, et dans ce cas-là, que la Calédonie devienne un pays indépendant et souverain. Donc voilà la prochaine date à venir, qui n'est pas encore écrite. Et il y a donc des référendums comme ça prévus dans l'histoire calédonienne et dans l'histoire de France, du coup, hein, parce c'est très important dans l'histoire française, quand la France décolonise et quand elle rend la souveraineté à un pays, tout simplement. On a vécu ça ces dernières décennies, et là, c'est pour l'instant et pour le moment, et puis ça va continuer, il n'y a pas de raison, mais chaque fois, c'est des référendums qui se passent d'une manière assez paisible, hein. La Calédonie, c'est un pays qui a connu des atrocités ces dernières années, hein, et là, ça se passe bien. Et donc, c'est un moment d'histoire partagée, hein, parce que quand il y a eu le référendum le 4 novembre 2018, il y a carrément le président français qui a pris la parole suite à ce référendum, hein. Donc voilà. Pour commencer cette histoire-là, ouais, de la Calédonie, c'est de penser à l'avenir. Et c'est un référendum qui, en plus, fait une petite entorse aux principes républicains. Et il ne faut pas hésiter, dans ce cas-là, à faire des entorses quand on peut le faire. C'est-à-dire que c'est des référendums qui sont proposés seulement à une population vraiment réduite, c'est-à-dire aux Kanaks et aux personnes qui peuvent justifier d'un certain nombre d'années de résidence sur place et d'attache vraiment réelle, pour éviter que moi, par exemple, qui débarque, puisse exprimer mon idée sur la Calédonie ou pas française. Donc voilà, alors que normalement, ben, moi, je peux voter partout en France, c'est un Français, mais là, on referme un collège électoral spécial, avec l'aval de l'ONU, évidemment, tout ça c'est réglé, hein. On ne fait pas n'importe quoi, l'ONU surveille les décolonisations dans le monde, dont la décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, peut-être pour commencer, ouais, l'histoire de la Calédonie, c'est des dates importantes. Oui, puis ça va peut-être faire jurisprudence parce que je pense que la Polynésie est intéressée par ce référendum aussi. Une partie aimerait bien aussi vivre ça, et parce que certaines personnes voudraient rester autonomes, d'autres préféreraient l'indépendance. Donc c'est vraiment une vraie question euh, On pour. regarde, ouais, à Ouais, Papeete, on regarde ça de très près. Ajaccio aussi, hein, les Corses suivent de très près l'actualité calédonienne, voudraient bien s'inspirer un peu pour avoir un peu plus d'autonomie c'est qu'ils ne ça. l'ont déjà en Corse, Et la hein, et Bretagne donc aussi. et la Bretagne aussi. Et c'est vrai que nos territoires du Pacifique servent d'exemple. On Ouais. a tout un tas d'autonomie, même du côté des Antilles. Maintenant, on voudrait un peu s'affranchir de ce statut de DOM, hein, de département, et prendre quelques capacités autonomes, à tel point que quand il y avait la guerre en Ukraine,
c'était en Ukraine, à Sébastopol, là, en 2012, il me semble, la Russie, le président français du Sénat avait conseillé à Moscou de regarder ce qui se passait du côté de l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française pour dire, regardez, on peut être dans un pays et donner de l'autonomie. Donc, quand les Oui. territoires du Pacifique servent d'exemple pour ailleurs, c'est pas mal quand même. Hein. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'il y a une spécificité entre les DOM, les TOM et les POM. Alors, les POM, qui sont les pays d'outre-mer où on peut ranger la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, ont un gouvernement avec un président, des ministres, ils font des lois, etc. Même si effectivement, la base va être bien sûr sur la loi française, il y a des Mmh. spécificités liées à chacun des pays. C'est ça. Hein, il y a des accords, des statuts d'autonomie qui se négocient, ce qui se passe entre ces territoires-là et nos 3 territoires du Pacifique qui n'ont pas du tout le même statut d'autonomie. Les 3, c'est un statut d'autonomie bien à part, bien différent, un statut même à part. Hein. La Calédonie n'est ni un DOM, ni un COM, ni un POM, tout ça, c'est une collectivité à part. La Polynésie française, bah, c'est une collectivité d'outre-mer qui fait aussi ses propres lois de pays comme la Nouvelle-Calédonie, mais ce sont plutôt des actes administratifs. Là, je vais être assez technique. C'est-à-dire qu'en Polynésie française, les lois de pays sont, on va dire, elles peuvent être contredites par le Conseil d'État à Paris, comme n'importe quel acte administratif passé en France, un arrêté préfectoral, un arrêté municipal, par exemple. Et les lois de pays de la Nouvelle-Calédonie, c'est seulement le Conseil constitutionnel, donc la juridiction suprême en France, qui peut s'exprimer dessus. Donc il y a des degrés différents. Hein, Et est-ce qu'ils mais ont déjà usé justement de ce pouvoir? ah ben oui, à chaque fois, il y a des gens qui demandent hein, au Conseil d'État de regarder, de se pencher sur telle ou telle loi de pays prise à papier, ou alors que le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité des lois prises à Nouméa, bien sûr. Et puis Wallis et Futuna encore, la troisième territoire français présent dans le Pacifique, c'est encore autre chose. Eux, ils ont un statut assez vieux hein, qui date, qui va bientôt avoir, oui, 50 ans. Mm. On est en 1961, donc 50, 60 ans même, je ne sais plus compter. Donc voilà, les statuts différents pour Oui. 3 collectivités françaises différentes et qui évoluent et qui vont de plus en plus évoluer quand la Nouvelle-Calédonie, peut-être, va devenir indépendante. Mm. Il restera un Wallis, troisième d'ailleurs, référendum, de toute façon. ouais. Et Wallis, d'ailleurs, c'est un roi qui est sur place. On ne parle pas comme en Nouvelle-Calédonie ni à Tahiti, enfin en Polynésie, d'un gouvernement en place avec un président et des ministres. Là, c'est un roi, c'est encore très différent. C'est ça, hein, en 1961, les Wallisiens et les Futuniens ont conservé le système coutumier avec leur roi. Donc il y a 2 rois à Futuna et un roi à Wallis, des rois dans la République qui, qui s'occupent hein, des lois coutumières et avec l'évêque. L'évêque est reconnu aussi dans le statut de Wallis, la religion catholique. La Constitution française le permet, tout simplement. Hein. C'était aussi le cas avant que ça devienne un département à Mayotte. La religion musulmane était reconnue comme partie prenante intégrale. Bah là, c'est pareil, c'est comme ça. Et bon, voilà, c'est le charme de la France, ce pays pluriel Oui. et qui est uni, mais il ne faut pas confondre, comme je disais, unité, uniformité. Hein. On peut être bien, bien différent en restant unis et en se sentant où on habite quand même, des fois un peu français, quoi qu'il arrive, hein, notamment quand il y a des Coupes du Monde et des Coupes de foot qui sont remportées par la France. Ben là, c'est vrai qu'il y a souvent quand même des habitants là-bas qui sont contents. Et puis des irréductibles aussi, ou pas irréductibles, des gens qui ne sont pas contents de la présence française, qui s'expriment aussi à chaque fois, même quand la France gagne, ben dans ce cas-là, ils soutiennent souvent l'équipe adverse. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Bon, c'est tout C'est à comme fait ça. humain. Pour terminer sur la Ben oui, Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que tu nous choisis comme date? Alors, quand je dis pour terminer, c'est pour dans notre interview, hein, parce que oui, évidemment, oui, oui. c'est extrait de ces 2 livres, dont le premier s'appelle L'histoire de la Là, Polynésie française et le second L'histoire de la Nouvelle-Calédonie. On sent une date pour tous les deux. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? bah, c'est jamais bien facile de choisir ouais, une date, mais il faut le faire. Hein. Hop, je regarde un petit peu. Ah oui, sinon, ce ne serait pas une émission d'une demi-heure, ce serait une émission de 3 heures, voire 10 heures. Mais oui, je vois bien. Une seule date, il faut. Ah oui, peut-être plutôt par là, ouais, dans cette époque-là, tiens.
Qu'est-ce qui se passe? On est en quelle année là en Nouvelle-Calédonie? C'est pas facile, hein. Elles sont Ah non, non, c'est pas toutes facile. importantes parce que toutes elles s'enchaînent. Mais ouais, on va prendre au mois de septembre 75. Et au mois de septembre 75, on a le maire, on a ouais, Jean-Marie Tjipaou, hein, qui est né en 36, donc il a 39 ans et lui vient l'idée d'organiser avec quelques amis un festival, le festival Mélanésia 2000, en plein Nouméa, cette ville blanche européenne, Nouméa la Blanche, comme on l'appelle, pour montrer justement à la population blanche qui habite la Nouvelle-Calédonie ce que c'est que la culture kanak. Parce que le vieux Tjibaou avait vraiment en tête de dire, mais voilà, on a la culture européenne est importante et riche, et le reconnaissait sans problème. Mais voilà ma culture, les cultures des tribus kanak. Et voilà, on peut vous la présenter et on est là pour échanger et pour se rencontrer l'un et l'autre, hein. Vous êtes ici dans mon pays, mais c'est pas, il faut justement connaître cette culture. Donc, on a 2000 Kanaks qui sont venus de toute la Grande Terre pendant ces 5 jours de festival, Grande Terre et île Loyauté comprises. C'était pas facile, sans doute pour lui, d'arriver à convaincre tout le monde de tribus différentes, hein. La Calédonie, c'est grand, hein, c'est grand comme 2 fois la Corse, pour partager leurs chants, leurs techniques traditionnelles, les jeux, les danses, et puis une pièce kanaké, qui était un spectacle écrit, notamment par Tjibaou et Philippe Missotte, pour représenter le mythe fondateur de Kanak, tout simplement, quoi. Et donc, ouais, c'est une date très, ouais, pour moi, vraiment importante, qui permet de recentrer, de montrer au monde, finalement, hein, au monde blanc, que la culture kanak est vivante, bien vivante, et qu'elle mérite autre chose que d'être regardée dans un musée comme des pièces de musée et des pièces de collection, quoi, hein. Et C'était un succès, il y avait quand même. festival, voilà, j'allais le dire, et ce festival est bien accueilli finalement. Mais il y a quand même eu 50 000 visiteurs, Et ce qui n'est pas rien. il y a combien d'habitants en Nouvelle-Calédonie? À l'époque, on était 120 000, 150 000 habitants, sans doute. Ouais, donc Ah ouais, donc ouais, un tiers de la population qui va au-devant de ce festival, de ce c'est premier ça. festival du genre. Parce qu'ils avaient envie vraiment de découvrir, oui, cette culture. Et quand on leur met à disposition la culture, quand on leur explique ce que c'est, ça permet de savoir. Et Chibaou, lui, ça lui a permis également de se poser pour l'administration coloniale qu'il avait en face de lui, comme quelqu'un qui arrivait à rassembler et qui arrivait à vouloir défendre sa culture, la culture kanak, avant tout, quoi. Culture, les langues, les gestes, etc. Tout simplement, hein. Alors, c'est chouette que tu aies choisi cette date parce qu'on a démarré tout à l'heure avec le 21 juillet et ce n'était pas un hasard parce que moi, je suis née un 21 juillet, c'est pour ça que je t'avais demandé D'accord. de commencer par le 21 juillet. Et c'est rigolo que tu termines. Et en fait, je m'en rends compte maintenant, c'est que moi, je suis née en Nouvelle-Calédonie. Donc, tu vois, c'est bien de Mhm. terminer avec la Nouvelle-Calédonie aussi. Ah oui. Je me fais plaisir, c'est mes cadeaux. Il faut se faire plaisir tout le temps. Ouais, Bon, c'est un... eh ben, écoute, sur la première vidéo, j'avais mis des liens et je vais le refaire sur cette vidéo aussi, des liens pour retrouver des extraits de ces livres. En ce Mhm. moment, nous sommes en période de confinement. Donc, ces livres, en fait, si on ne peut pas aller chez son libraire, on peut te les commander directement. Oui, ou par moi directement, ou alors les quelques libraires en ligne qui livrent encore, hein, notamment, on peut dire la FNAC. Hein, la FNAC est une entreprise française implantée en France, qui paye des impôts en France et qui livre encore, là, en fin mars, qui arrive à livrer par la poste ses produits. Voilà. Mais sinon, Effectivement, attendez un peu la fin du confinement et allez voir vos libraires et commandez-les chez vos voilà. libraires habituels. On peut les Donc, commander je rappelle aussi qu'on a chez les donné libraires, il n'y a pas de problème. ouais. Je rappelle qu'on a donné des extraits de l'histoire de la Polynésie française écrit en 2016, donc l'histoire de la Polynésie française en 101 date, et puis un extrait de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie en 101 date également, écrit en 2018, et les deux sont aux éditions Moana. Merci Alexandre. Bonjour, merci. Merci Lénaïque.